Bonjour, deuxième vidéo de ce chapitre 4. On commence avec la loi d'Ohm locale. Eh bien, la loi d'Ohm locale, elle est écrite ici, et elle relie le vecteur densité de courant au vecteur champ électrique en un point. Ils sont tous les deux collinéaires, ils sont proportionnels, et le facteur de proportionnalité s'appelle conductivité électrique. Ça se passe en un point d'un conducteur. Le vecteur J est relié au vecteur E. Alors la conductivité s'exprime en Siemens par mètre. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Bon, au sujet de cette relation, donc il y a beaucoup de matériaux dans lesquels cette relation est vérifiée, mais pas toujours. Et cette relation, on peut la retrouver en imaginant une charge dQ du conducteur qui est soumise à un champ E, donc elle est soumise à une force F égale dQ fois E, mais si elle n'était soumise que à cette force, elle serait indéfiniment accélérée. C'est pas possible. Il faut bien faire intervenir une deuxième force. Alors, par analogie avec un mobile qui se déplace dans l'air ou dans un liquide visqueux, il y a une force de frottement. Donc, on imagine que cette charge dQ qui se déplace à l'intérieur du conducteur subit aussi une force de frottement. On écrit l'expression de cette force comme étant proportionnelle à la vitesse, moins alpha V, où alpha est une constante positive. Et on aboutit finalement à cette expression. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser par la suite la relation J égale gamma E, qui est donc valable dans les conducteurs qu'on appelle ohmiques. Bien, alors, au sujet de la conductivité, donc ce que nous allons beaucoup utiliser, c'est en fait l'inverse de la conductivité, 1 sur gamma, qu'on appelle résistivité électrique, et qui a pour unité le ohm mètre, ohm fois mètre. Cette résistivité dépend évidemment des matériaux, elle dépend aussi de plusieurs facteurs, comme la température par exemple, ou le champ magnétique appliqué. Bon, voici quelques valeurs pour fixer les idées des valeurs à 300 degrés, enfin 300 degrés Kelvin, à température ambiante. L'argent, qui est parmi les conducteurs, c'est le meilleur des conducteurs. Il a une résistivité de 16 10 puissance moins 9 ohms par mètre, qui est légèrement meilleure que celle du cuivre d'ailleurs, que vous voyez ici. Alors pour donner un ordre de grandeur, on voit le verre qui n'est pas du tout conducteur, qui est un isolant, et bien sa résistivité elle est de l'ordre de 10 puissance 17 ohms mètre. Vous voyez le rapport de 10 puissance moins 9 à 10 puissance 17. Donc c'est pas que le verre a une résistivité 100 fois ou 1000 fois ou 1 million de fois plus grande. Non, c'est des milliards et des milliards de fois plus grande. 10 puissance 9 c'est 1 milliard, 10 puissance 18 c'est 1 milliard de milliards. Alors, 10 puissance 17 plus 9, 10 puissance 26, je vous laisse voir ce que c'est. Bon, la conductivité, qui est donc l'inverse de ces valeurs, c'est typiquement pour un conducteur de l'ordre de 10 puissance 6 ou 10 puissance 7 Siemens par mètre. Et pour le verre, donc c'est beaucoup plus faible. Bon, alors, la résistivité donc d'un bon conducteur, vous voyez, c'est 10 puissance moins 9 en mètre, mais elle n'est pas nulle. Alors, par contre, on a découvert, et c'était un petit peu par hasard, c'est en 1911, des matériaux pour lesquels ρ, la résistivité, est nulle. Elle est carrément nulle, elle n'est pas très faible, elle est nulle. Et ça, c'est extraordinaire. D'abord, on a eu du mal à comprendre comment ça pouvait arriver, parce que dans un cristal, il y a des impuretés. Enfin, ça peut jamais conduire de façon conduire l'électricité sans aucune résistance, c'est pas possible.
Mais finalement, peut-être 20 ou 30 ans après, on a pu démontrer, on a pu expliquer théoriquement pourquoi certains matériaux pouvaient avoir une résistivité nulle, et ça passe par la mécanique quantique. Alors, cette supraconductivité, quand on l'a découverte, c'était à très basse température, de l'ordre de 20 degrés Kelvin, hein, moins 350 degrés Celsius. Et la supraconductivité n'apparaissait pas à des températures plus élevées. Et puis vers les années 80, il y a eu vraiment une révolution dans la physique parce qu'on a trouvé des matériaux supraconducteurs à température beaucoup plus élevée. Enfin, bon, c'était quand même, je sais pas, moins 100 degrés Celsius. C'était quand même à basse température. Mais on a cru qu'on allait, avec un peu de recherche, qu'on allait pouvoir trouver des matériaux supraconducteurs à température ambiante, parce que là, ça aurait été vraiment une révolution. Vous imaginez s'il y a des conducteurs qui conduisent infiniment l'électricité, c'est-à-dire pour lesquels sigma serait infini ou rho égale à 0, d'un point de vue économique, ce serait formidable. On pourrait transporter l'électricité des centrales de production vers les villes sans aucune perte, ce qui serait énorme. Ou bien encore, on arriverait à produire des champs magnétiques élevés, enfin, ce serait formidable. Mais on n'a jamais pu faire ça. La supraconductivité à température ambiante, on n'a pas encore découvert ça. On va parler maintenant de la résistance d'un échantillon. Vous voyez, un matériau est caractérisé par une résistivité. Par exemple, vous prenez du cuivre, le cuivre a une certaine résistivité, mais si vous prenez un échantillon donné, il aura une certaine résistance qui va dépendre de la forme de cet échantillon. Alors, justement, prenons un échantillon comme celui qui est dessiné sur la figure. Vous voyez, vous avez deux sections, A qui a un potentiel VA et B qui a un potentiel VB, et une surface quelconque, une section de ce conducteur. On a représenté la normale à ce conducteur, ainsi que le vecteur J, le vecteur densité de courant. Donc, il y a un certain courant qui traverse cet échantillon. Bon, la différence potentielle VA-VB, c'est l'intégrale de dV, l'intégrale de B jusqu'à A de dV, et dV, vous savez que c'est moins EdL, moins E scalaire dL. Alors, si on change la bande d'intégration, ça va donner l'intégrale de E scalaire dL de A jusqu'à B. Ça, c'est pour la différence de potentiel VA-VB. Pour l'intensité du courant, on sait que I, c'est le flux de J à travers une section du conducteur. Et si c'est un conducteur ohmique, J, c'est gamma E. Gamma, on le sort de l'intégrale. Ça donne ça. Et donc, le rapport VA-VB sur I, il s'écrit, comme vous voyez sur la figure, 1 sur gamma fois la fraction qui est là. Alors, ce rapport-là, on lui donne un nom, s'appelle la résistance de l'échantillon, R, et R s'exprime en ohm. Ok. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que l'inverse de la résistance s'appelle la conductance, qui a pour unité le Siemens, et on la note G. D'accord? Alors, voyons donc VA-VB sur I, c'est donc égal à R, et donc VA-VB égale à RI, et ça, c'est la loi d'Ohm telle que vous la connaissez, que vous avez vue au lycée ou au collège, enfin, je ne sais plus. Voilà. Bon, maintenant, un cas spécial, le cas d'un échantillon qui est filiforme. Donc, ça se présente sous la forme d'un cylindre avec deux extrémités portées au potentiel VA et VB. Les lignes de champ
sont donc parallèles, hein, c'est un cylindre. Le champ est donc uniforme à l'intérieur de ce cylindre qui a pour longueur L et pour section S. Bien. Bon, je rappelle ici l'expression de la résistance. Voilà. Alors, dans ce cas très spécial, E et DL, et DS d'ailleurs, les trois sont collinaires. DS, c'est le vecteur perpendiculaire à la surface, disons à la section de ce cylindre, et E est uniforme. Donc on va voir ici, par exemple, l'intégrale de E scalaire de L, c'est l'intégrale de E fois dL. E est constant, on le sort. L'intégrale de dL, c'est L. Et on fait la même chose pour la surface. L'intégrale sur S, hein, on l'a noté comme ça, mais c'est une intégrale double, puisque c'est sur une surface. Donc, dans la fraction, si on simplifie par E, il va rester que R égale à 1 sur gamma, L sur S, ou encore, puisque 1 sur gamma c'est ρ fois L sur S. C'est une fameuse relation qui relie la résistance d'un échantillon à la résistivité du matériau. Hein, ça dépend de la longueur et de la section de ce matériau. Pour finir, on va parler de la représentation d'une résistance dans un circuit. Bon, il y a eu par le passé différentes représentations, mais actuellement, tout le monde représente une résistance comme ça, sous la forme d'un rectangle avec R écrit à côté. Voilà. Alors, dans les circuits, on va évidemment tout le temps voir des résistances, et il faudrait arriver à associer ces résistances. On va parler d'association de résistances en série ou en parallèle. Je crois que vous connaissez déjà ça. Lorsque les résistances sont en série, hein, on regarde à gauche. Lorsque c'est en série, c'est-à-dire que les résistances sont parcourues par le même courant, eh bien, un ensemble de n résistances va être équivalent à une seule résistance qui a pour valeur la somme des RI, simplement. C'est très facile à démontrer. Hein. Vous dites que VA moins VB, c'est la somme des différences de potentiel individuelles. Ce sera donc R1 fois I1 plus R2 fois I2, etc. Mais I1, I2, c'est les mêmes, c'est I. Et donc, on va mettre I en facteur. Et vous allez avoir I facteur de R1 plus R2 plus Rn. Et cette parenthèse, on la pose égale à R. Bon, à droite, vous avez une représentation de résistance en parallèle, c'est-à-dire qui sont soumises à la même tension. Vous avez le courant I qui arrive et qui va se départager en I1, I2, etc. jusqu'à IN. Cet ensemble-là va être équivalent à une résistance unique R, et l'inverse de la résistance R est égal à la somme des inverses des résistances individuelles. C'est-à-dire en fait que la conductance, vous vous rappelez, G c'est la somme sur I des GI. Voilà, c'est des résultats qu'on va pouvoir appliquer. D'ailleurs, je crois qu'on va prendre tout de suite un exemple. Oui, c'est un exemple où on va se demander quelle est la valeur numérique équivalente à cet ensemble-là, où vous voyez ici la particularité. La particularité, c'est que ce point-là et ce point-là sont les mêmes, puisqu'ils sont les mêmes d'un point de vue électrique, puisqu'ils sont reliés par ce qu'on appelle un court-circuit. Donc la façon de traiter ce problème, c'est justement de voir ces deux points qui sont les mêmes, 1 et 2, et de redessiner le circuit de façon à mieux voir les choses. Hein, comme on va voir ici, vous voyez, voilà, le circuit de gauche, c'est le même que le circuit de droite. Le circuit de droite, c'était le circuit initial, et à gauche, on a simplement réuni les deux points 1 et 2, puisqu'ils sont identiques, et sous cette forme, on voit très facilement ce qu'il faut faire. Les deux résistances en parallèle, 10 et 10,
On va les grouper, ça va donner une résistance de 5 ohms. Voilà. 5 et 10 sont en série, on les groupe, ça va donner une résistance, vous faites la somme des deux, c'est 15 ohms. 15 ohms avec 10 ohms en parallèle, ça c'est l'équivalent de, on fait le calcul, vous faites 1 sur R égale 1 sur 10 plus 1 sur 15, ou encore, et ça va donner 1 sur 6, c'est-à-dire que R égale 6 ohms. Ou alors, j'en profite ici pour vous dire que lorsque vous avez deux résistances en parallèle, donc 1 sur R égale 1 sur R1 plus 1 sur R2, vous réduisez au même dénominateur, puis vous inversez, vous trouvez que la résistance en parallèle, ça va être le produit R1, R2 sur la somme R1 fois R2, et la somme R1 plus R2. C'est quelque chose qu'on utilise très fréquemment, et attention, hein, c'est valable lorsque vous avez deux résistances. Lorsqu'il y a trois résistances, on ne peut pas faire le produit sur la somme. D'ailleurs, c'est même pas une résistance. Le produit de trois résistances sur une résistance, c'est une résistance au carré. Donc, ça n'aura pas de sens. Pour terminer ce paragraphe 2 sur la loi d'Ohm et les associations de résistance, on va établir des résultats très faciles à établir justement, mais qui seront très importants pour pouvoir résoudre rapidement les problèmes. Je parle des diviseurs de tension et des diviseurs de courant. Alors, diviseurs de tension, il s'agit de plusieurs résistances qui sont en série. Une résistance en série, comme vous voyez sur le dessin. Elles sont parcourues par le même courant I, d'accord? Chaque résistance a une tension à ses bornes qui est notée V indice K, d'accord? V1, V2, etc. Et l'ensemble est soumis à la tension V. Alors, la question à laquelle on va répondre, c'est d'exprimer la tension au bord de la résistance RK, celle-là, V indice K, en fonction de la tension totale V. Alors pour cela, vous allez voir, c'est extrêmement simple. On écrit la loi d'Ohm, U égale RI, donc I égale U sur R, et ici c'est VK sur RK. Et donc c'est V1 sur R1, V2 sur R2, V3 sur R3. Bon. Mais d'un autre côté, c'est égal, si vous regardez maintenant l'ensemble de ces résistances, ça a une résistance équivalente, parcourue par un courant I. Eh bien, donc ce même courant, cette même intensité I va être égale à V total sur R équivalent. Et R équivalent dans ce cas-là, c'est R1 plus R2 plus etc. Et bien voilà, vous voyez que là, on a répondu à la question. VK va donc être égal à RK sur la somme des résistances fois V. C'est ce qu'on appelle la loi du diviseur de tension, très importante concrètement. L'autre chose à voir, c'est le diviseur de courant. Donc là, il s'agit de N résistances en parallèle, chacune parcourue par un courant, cette fois-ci différent, I1, I2, etc. Mais ce qui est pareil, c'est la tension à leur borne. Vous voyez, la tension V et la tension aux bornes de chaque résistance est la même. Et d'ailleurs, vous pouvez remplacer l'ensemble de ces N résistances par une résistance équivalente, soumise à la même tension V et parcourue par le même courant I. Bon, la question à laquelle on va répondre maintenant, c'est d'exprimer IK en fonction de I. Bon, c'est un diviseur de tension puisque de courant, puisque le courant I va se diviser en N parties. Et donc, pour répondre à la question, c'est très simple, là aussi, c'est vraiment enfantin, on écrit la loi d'Ohm, V égale RI, donc ici, ce sera V égale RK fois IK, si je m'intéresse à la branche K, mais d'un autre côté, si je regarde l'ensemble, donc ça va être égal à R équivalent fois I. Nous savons que R équivalent, dans ce cas-là, vérifie la relation 1 sur R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus, etc. Mais en tout cas, là, vous voyez qu'on a répondu à la question. Ça y est, on peut exprimer IK en fonction des résistances et du courant I. On la met en, voilà, on la voit mieux comme ça. Et on rappelle que R équivalent, ce que je vous disais, 1 sur R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus, etc. Alors, ce résultat-là, on peut aussi l'écrire en utilisant les conductances. Vous vous rappelez, la conductance G, c'est l'inverse de la résistance.
Donc par exemple ici, vous avez 1 sur R équivalent, c'est G équivalent, qui va être égal à G1 plus G2 plus etc. Et dans l'équation de départ, IK égale R équivalent sur RK, vous voyez que 1 sur RK, ben c'est GK. R équivalent, c'est 1 sur G équivalent, c'est-à-dire 1 sur la somme des G. D'où le résultat, IK égale GK sur la somme des G fois I. Alors, moi j'aime bien cette écriture parce que ça a exactement la même forme que pour le diviseur de tension. Regardez, donc ça c'est pour le diviseur de courant. Et je rappelle ce qu'on avait trouvé tout à l'heure pour le diviseur de tension. Voilà, VK égale à ça, RK sur la somme des résistances fois V. Donc, pour les diviseurs de tension, ce sont les résistances qui interviennent. Pour le diviseur de courant, ce sont les conductances qui interviennent, si je peux dire. Ben écoutez, voilà, ça termine ce paragraphe sur la loi d'Ohm et les résistances. La prochaine fois, on verra une nouvelle association de résistances. Cette fois-ci, les résistances ne seront ni en série ni en parallèle. On aura une formation en triangle, on appelle ça, ou en étoile, et on verra le passage de l'un à l'autre. Ça va donner lieu à un théorème qu'on appelle le théorème de Kennelly. Merci pour votre attention.